les amis. Oui, je suis de nouveau avec vous comme promis pour terminer ce qu'on a commencé dans la vidéo sur le rayonnement solaire et ses influences à la surface de la Terre. Donc pour aujourd'hui, nous verrons les mouvements atmosphériques et océaniques. Donc il faudra d'abord comprendre les causes de l'inégale répartition de l'énergie solaire, puisque ce sont ces causes qui vont engendrer les mouvements atmosphériques et océaniques. Plus tard, nous préciserons les mouvements océaniques, qu'est-ce que c'est, quels sont les moteurs des mouvements océaniques. Donc, on va faire ce cours dans la bonne humeur, avec du sourire aux lèvres, avec la gaieté, avec la joie, tout cela pour que vous puissiez implémenter ce cours dans votre cerveau. Donc, sentez-vous joyeux et vraiment profitez de cette vidéo. Plus tard, nous parlerons des mouvements océaniques et à chaque fois que nous parlerons des mouvements océaniques ou atmosphériques, nous allons préciser les moteurs et nous allons donner d'amples explications en donnant des exemples et nous allons tirer une conclusion qui vous permettra donc d'assimiler toute cette séquence et d'éventuellement reproduire ces explications sur vos feuilles de composition. Donc, sentez-vous à l'aise et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de partager, de liker, penser aux autres, aux amis et faites passer l'information. Donc, comme préambule, entrons directement dans les causes de l'inégale répartition de l'énergie solaire. Dans la précédente vidéo, j'avais déjà fait allusion à cela. On va y revenir. Nous allons présenter les causes de l'inégale répartition. Observant ce schéma, on se rend compte, lorsqu'un rayonnement solaire arrive, il va se comporter différemment au niveau de l'équateur et au niveau des pôles. Donc, sur le premier schéma, à ta gauche, tu vas observer un rayonnement solaire qui arrive au niveau de l'équateur. On se rend compte, le rayonnement solaire arrive avec un angle de 90 degrés. Donc, ce rayonnement va donc toucher une plus petite surface et l'énergie sera concentrée. À côté, nous observons l'arrivée d'un rayonnement solaire au niveau des pôles. On voit l'angle d'incidence. Le rayonnement solaire arrive et touche une grande surface et, comme dit précédemment, il a déjà parcouru une grande distance. Quel est l'effet? Il y a eu des pertes en chemin et la surface touchée est plus grande. Raison pour laquelle au niveau des pôles, on observe que le bilan radiatif est déficitaire. Donc, on va continuer. Donc, on peut donc dire que l'inégale répartition de l'énergie solaire va donc faire en sorte qu'on aura cette différence. Au niveau de l'équateur, les rayonnements solaires vont arriver perpendiculairement et l'épaisseur de l'atmosphère traversée sera faible. De ce fait, le sol va recevoir plus d'énergie et va en perdre moins d'énergie. Donc le bilan radiatif sera excédentaire. La Terre va tendre à se réchauffer, ce qui sera tout le contraire au niveau des zones polaires. Le rayonnement solaire atteint la surface au niveau des zones polaires avec un angle d'inclinaison oblique et l'épaisseur d'atmosphère traversée est plus importante. Lorsqu'on marche une grande distance, naturellement, vous conviendrez avec moi, on est plus fatigué. Donc, quand le rayonnement solaire parcourt une plus grande distance, il y a des pertes en chemin. Ce qui fait que, avec l'angle d'incidence, plus grande surface, plus grande distance parcourue, il y a donc ces pertes.
la Terre tend à se refroidir. Maintenant, dans la nature, il y a toujours cette tendance à tout équilibrer. Ce qui fait que un important transfert de chaleur va donc se réaliser entre les zones équatoriales chaudes et les zones polaires froides. Donc, on va donc comprendre qu'un ensemble de moteurs vont donc diriger les mouvements océaniques et atmosphériques. Donc, nous aurons la force de Coriolis qui sera le principal moteur. Nous pouvons donc dire que, en dehors de ces facteurs cités précédemment, nous avons d'autres qui justifient l'inégale répartition. C'est ce que nous observons dans ce notez bien. Les saisons et l'alternance jour-nuit sont également à l'origine de l'inégale répartition de l'énergie solaire. On se comprend bien puisqu'en saison sèche, on se rend compte qu'il fait plus chaud qu'en saison des pluies. Et en journée, il y a plus d'énergie solaire que dans la nuit. Cette partie-ci se comprend. Donc, jusqu'à présent, je pense que vous êtes dans la bonne humeur. Un peu de gaieté, il faut avoir l'esprit ouvert, penser positif. Bon, nous allons continuer avec les mouvements atmosphériques. Mouvements atmosphériques. Dans atmosphérique, nous avons atmosphère. Donc, il faut déjà penser à cela. Ici, nous observons une image qui nous montre le comportement des particules d'eau qui se réchauffent. Ça sera la même chose avec les mouvements atmosphériques. Donc, on ne va pas tirer de long en large puisque je vous donne l'essentiel. Et c'est l'essentiel que vous avez besoin. Donc, dans ce tableau, on vous explique le comportement des masses d'air. Parce qu'on parle de mouvements atmosphériques, ce sont les masses d'air. Le comportement des masses d'air dans les zones chaudes et dans les zones froides. On va commencer par la gauche. On observe au niveau des zones chaudes, l'air s'échauffe au contact du sol. Sa densité diminue. Si je suis moins dense, ça veut dire que je suis léger. Donc l'air aura tendance à monter. Et lorsque l'air monte, il va laisser un vide. Ce vide est appelé dépression. Ça, c'est la dépression ou le cyclone. Maintenant, lorsqu'il arrive donc en altitude, il va créer là-bas une haute pression parce qu'il va aller saturer l'air au niveau des hautes altitudes. Donc voilà comment l'air se comporte au niveau des zones chaudes. Il devient léger et il s'élève. Maintenant, au niveau des zones froides, l'air se refroidit au contact du sol. Sa densité augmente. Qu'est-ce qui va donc se passer? L'air qui devient de plus en plus froide va donc redescendre, laissant au niveau des hautes altitudes une dépression ou un vide. Et au niveau du sol, elle va donc créer quoi? Donc nous voyons que concernant les mouvements atmosphériques, il y en a deux catégories. Les mouvements verticaux qui sont engendrés par la différence de température. Et nous avons les mouvements horizontaux qui sont engendrés par les différences de pression. Donc, on se rend compte que les mouvements horizontaux vont se faire dans un sens. Et voilà la règle toute simple. Les masses d'air vont se déplacer des zones de haute pression, encore appelées anticyclones, vers les zones de basse pression. Comme j'expliquais précédemment, le comportement des masses d'air dans les zones chaudes et dans les zones froides. En observant le schéma qui suit, vous allez voir que ces masses d'air en se déplaçant forment une cellule dénommée la cellule de convection. Donc cette règle est à retenir. Et on distingue plusieurs types de cellules. Donc votre travail après sera de faire ce petit exercice d'application. Vous allez voir. Donc, on distingue trois types de cellules. Nous avons les cellules de Handley qui se forment au niveau de l'équateur. On les appelle encore les cellules équatoriales.
nous avons les cellules polaires qui vont se former au niveau des pôles. Et entre les deux, nous avons les cellules intermédiaires. Donc, vous avez un petit exercice d'application. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et lire. De préférence, cet exercice a tendance à revenir. Donc, ne soyez pas stressés, c'est pas très compliqué. Dans la joie et la gaieté, vous travaillez cet exercice et on continue la vidéo. Prenons la prochaine articulation. Comme vous l'observez, l'hydrosphère est animée par deux types de mouvements en relation directe avec le rayonnement solaire. Nous aurons les courants océaniques superficiels. Et voici les caractéristiques. Quand on dit superficiel, ça se passe à la surface de l'eau. Comme vous voyez généralement les vagues. Donc, ces mouvements sont rapides et ont pour moteur les vents et la force de Coriolis. La deuxième circulation, c'est la circulation océanique profonde, encore appelée circulation thermo-haline. Cette circulation se passe en profondeur. Elle est lente. Et quels sont les moteurs? La différence de température et la salinité de l'eau, c'est-à-dire la quantité de sel contenu dans l'eau. Essayons d'entrer dans les détails. Parlons de la circulation océanique de surface ou les mouvements océaniques superficiels. Elle affecte environ 100 à 200 mètres de la surface de l'eau. Et elle est animée par quoi? Elle est animée par le mouvement des courants atmosphériques, puisqu'on a parlé du vent. On va se rendre compte que les mouvements atmosphériques vont influencer sur la circulation océanique superficielle. Donc, on distingue les courants océaniques chauds, parmi lesquels nous avons le Cold Stream et le Koiro-Shibo, et les courants océaniques froids, à l'instar du Labrador. Ne pensez pas sur le nom d'un chien, donc c'est le nom d'un courant océanique froid. Non, sérieux. Nous avons le Benguela et le Humboldt. Donc voilà des exemples, on pourra vous demander cela en exercice. Et soyez tranquille, vous donnez et vous retenez simplement ce qui a été dit précédemment. Donc prenons les mouvements océaniques profonds. Ces mouvements océaniques profonds vont prendre naissance au-delà de 200 mètres de profondeur. Donc la température des eaux océaniques chute brutalement et permet de séparer les courants océaniques superficiels des courants océaniques profonds. Donc il faut comprendre qu'une eau qui est à une basse température est plus dense qu'une eau à haute température. Et une eau qui contient plus de sel va être plus dense qu'une eau qui contient moins de sel. Donc les moteurs des mouvements océaniques profonds, nous avons ici la différence de température et la salinité de l'eau, c'est-à-dire la quantité de sel obtenue. Donc, on dit ceci, à l'équateur, les eaux s'échauffent, se dilatent, deviennent moins denses et s'écoulent vers les pôles. Mais au niveau des pôles, les eaux vont se refroidir et devenir comment? Plus salées, plus denses. Cette eau-là va faire quoi? Elle va descendre sous les eaux plus chaudes et moins denses pour s'écouler vers l'équateur. Donc, ceci se passe en profondeur. Je pense avec le schéma qui suit, vous allez bien comprendre ce qui se passe. Vous allez observer comment ce processus se déroule. Donc, dans les zones où il fait au niveau de l'équateur, l'eau aura tendance à devenir moins dense, à s'élever. Et au niveau des pôles, l'eau aura tendance à devenir plus dense et descendre. Donc, c'est ça qui va nous entraîner. C'est des mouvements océaniques profonds. Et on a encore cette anecdote. Dans les mouvements océaniques profonds, pour que ces eaux-là fassent un tour complet, elles ont besoin de 500 à 1000 années. Alors que on va se rendre compte que les mouvements océaniques superficiels vont prendre moins de temps.
alors que les mouvements océaniques superficiels auront besoin de quelques dizaines d'années pour aller d'un pôle à l'autre. De cette séquence, que retenir? Retenons que l'énergie reçue par la planète Terre provient des réactions de fusion thermonucléaire qui se déroulent au cœur du Soleil. C'est ce qui était dit dans la leçon précédente. Et cette énergie est inégalement repartie à la surface de la Terre. Nous avons donné les différents facteurs, la ronditivité de la Terre, son angle d'inclinaison et plusieurs autres choses. Ce qui va donc entraîner quoi? Les phénomènes de déplacement des masses d'air et le déplacement des eaux sur les océans. Cette énergie est en outre la source de la vie. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie solaire qui permet d'entretenir le cycle de l'eau et donc d'avoir l'eau sous ces trois formes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour sortir de cette vidéo. J'espère que j'aurai fait de mon mieux pour vous expliquer, pour implémenter, pour concrétiser ces informations. Donc pour ceux qui ont réellement apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, partager, mettre un pouce bleu. Et d'ici là, on garde la bonne humeur et l'attitude positive. Bonne préparation de vos examens.